Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. L'exception aujourd'hui, vous nous recevez dans votre bibliothèque, nous vous en remercions. Vous étiez également, vous assistiez au défilé du 14 juillet, vos impressions? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir y assister d'une tribune avec un ami japonais qui est un grand ami du Front National et qui est un homme d'influence et aussi un publiciste assez remarquable qui vient d'ailleurs de sortir un livre sur Marine Le Pen, le retour de la France libre. Patriotisme contre mondialisme, c'est le sous-titre. Et qui m'a fait le cadeau de cette magnifique armure de samouraï, dont vous pouvez voir d'ailleurs qu'elle présente une certaine parenté avec le tableau qui est censé me représenter lui aussi en costume de samouraï. Donc voilà. le bureau du parlementaire Bruno Gollnisch a aussi des teintes nippones. Oui, absolument. Il a également écrit un livre sur Poutine, qui est fort intéressant. Et j'ai été frappé par la réaction de cet ami japonais, et qui me dit, mais au Japon, il n'y a plus du tout de défilé militaire comme cela, parce que le fait que le Japon ait perdu la guerre et qu'il ait été livré en quelque sorte au militarisme avant-guerre, fait qu'on assimile une manifestation de militarisme à un recul de la démocratie. Et il a été très frappé de voir qu'en France, ça n'était pas le cas. Et qu'au contraire, ce défilé suscite une adhésion populaire qui est tout à fait remarquable. J'ai trouvé que le défilé était très beau, qu'il manifestait d'ailleurs l'ordre parfait de nos troupes. J'ai aussi été frappé par le fait qu'il était intégré des corps qui font partie quand même de la société civile. Je ne parle pas des pompiers, car les pompiers de Paris sont eux des militaires. Ils ont été ovationnés par la foule, mais les policiers, l'école de commissaires, l'école de la police nationale, mais les douaniers, les surveillants des prisons, tous ces corps qui participent à la sécurité, à la défense de l'État, à la protection des citoyens, ont défilé sur les Champs-Élysées, ont été ovationnés. Le seul petit reproche que je ferais, c'est qu'il me semble que ces défilés deviennent de plus en plus quand même un défilé d'échantillons. Il me semble que dans mon enfance, pour ne pas dire dans ma jeunesse, quand un régiment défilait, il y avait tout le défilé, tout le régiment. Maintenant, me semble-t-il, on fait défiler même pas un bataillon, une compagnie, avec le drapeau bien sûr, mais ça donne une image un petit peu trop fluette de nos corps de troupes. Oui, mais vous savez que ça va de pair avec les restrictions budgétaires. On parle beaucoup de la polémique avec le général de Villiers, le chef d'état-major des armées, qui, devant la commission de l'Assemblée nationale, ce qui était, d'aucuns disent, son rôle dans la discussion qu'il avait avec les parlementaires, a exprimé son inquiétude avec les baisses terribles. On parle de 850 millions d'euros. Mais il est évident que depuis des années, depuis des décennies, la défense est la variable d'ajustement des restrictions budgétaires. Est-ce qu'on a le choix ? Je crois tout à fait qu'on a le choix. Je pense aussi qu'il est criminel quand on diminue les crédits de la défense. Après tout, on a le droit. Si la France ne veut pas avoir une défense à la mesure de ses engagements, elle a le droit de restreindre les crédits de la défense, mais ce qu'aucun gouvernement n'a le droit de faire, et ce que s'apprête à faire ce gouvernement-ci, comme les précédents, c'est tout en diminuant les moyens d'augmenter les missions. Et ça, je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Je pense que le général de Villiers a bien fait, comme on dit vulgairement, de l'ouvrir. Il l'a fait en des termes virils, d'ailleurs. Je crois qu'il a dit il serait quand même temps qu'on arrête de se faire baiser. Voilà, au moins, ça a le mérite de la clarté. Je suis tout à fait sur son avis. Monsieur Macron l'a recadré, comme on dit, en termes sévères. Bon, après tout, je pense que chacun des deux était dans son rôle. Je vais vous choquer, mais chacun des deux était dans son rôle. Le général de Villiers, en exprimant au nom des troupes qui n'ont pas la possibilité de se syndiquer, ni quoi que ce soit de ce style, la détresse des forces armées et leur manque de moyens, il était tout à fait dans son rôle. Macron, en
reparlant de l'autorité de l'État, était peut-être dans le sien, mais là encore une fois, où il ne serait pas dans son rôle et où il serait tout à fait coupable, c'est en continuant d'augmenter les missions de nos armées, alors qu'on en diminue les moyens. Ça, c'est absolument inacceptable. On n'a pas le droit de jouer avec la vie de nos soldats. Vous désiriez peut-être parler également de Nice, le 14 juillet. Le 14 juillet. Ah oui, alors là, je vais vous choquer peut-être, et que mes propos soient bien compris, ils ne traduisent aucune mauvaise intention, bien sûr, à l'égard des malheureuses victimes, de leurs familles, de leur mémoire, que je respecte profondément, mais je trouve qu'on est allé jusqu'à la nausée dans l'émotionnel, dans le compassionnel. C'est la forme même de la commémoration qui vous a choqué, entre guillemets? Oui, c'est trop. Voilà, ça manque de sobriété. Alors on fait des petits cœurs avec les noms des victimes, etc. On décore, on observe des minutes des silences, on prend les mines de circonstances, et on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et je peux comprendre que peut-être les familles des victimes trouvent là une modeste consolation à leur immense peine. Mais ce qui me choque, c'est que l'émotionnel et le compassionnel, de la part de nos gouvernants, je parle des gouvernants, tiennent lieu de politique. Car enfin, le salopard qui, à la tête de son camion, aux commandes de son camion, a tué 86 personnes et sans doute en a rendu beaucoup d'autres infirmes jusqu'à la fin de leur jour. Et qui l'a laissé entrer? Qui l'a laissé prospérer dans notre pays? Et quelles mesures a-t-on prises depuis pour que d'autres personnes du même style ne viennent pas sur le territoire national? Je pense que le compassionnel et l'émotionnel sont en quelque sorte l'alibi de l'incapacité de nos gouvernements. Et c'est en cela que ça me choque personnellement. Mais on peut commémorer malgré tout des événements passés, même si vous avez pendant longtemps jugé, et jugé peut-être encore, que la France, par exemple, n'était pas responsable du Veldiv, qu'on a également commémoré ces jours-ci. Oui, mais c'est un petit peu pareil. C'était extrêmement facile de se frapper la poitrine de se frapper surtout la poitrine de ceux qui nous ont précédés, hein, et de dire la France était coupable, et d'impliquer les autorités du gouvernement de l'époque qui a essayé de sauver les meubles dans un pays qui était, je rappelle, quand même occupé par une armée victorieuse. Et vous dites, occupé par une armée victorieuse. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et vous dénoncez les abandons des politiques. Je pense que les abandons d'aujourd'hui sont plus coupables, puisqu'ils ont lieu alors que nous avons encore la pleine possession de notre indépendance, en théorie, de nos moyens diplomatiques, de nos moyens économiques et de nos moyens militaires. Bon, à l'époque, qui a ordonné la rafle du Veldiv? C'est pas du tout le gouvernement de Vichy. Ce sont les autorités allemandes, alors que la police française était contrainte d'emboîter le pas, c'est une chose. Mais ce que je déplore, c'est qu'on voit bien que tout ceci relève d'une culture de la repentance, et cette culture de la repentance, là je dois dire aussi, au risque de choquer, personnellement j'en suis saturé. Voilà, je suis saturé de repentance, et je pense que cette repentance que cultive M. Macron, il l'a cultivée en Algérie, hein, en parlant déjà de crimes contre l'humanité, alors que tout ce qui a été fait dans l'Algérie moderne a été fait par la France. Et que quand la France est arrivée en Algérie, ce n'était pas un pays indépendant. L'Algérie était sous domination turque. Quand la France est partie, il y avait des routes, il y avait des hôpitaux, il y avait des champs, il y avait des vignobles, il y avait des orangeries, et tout cela. Alger, la Blanche, était une ville magnifique, et tout cela, toutes ces maisons, toutes ces constructions, publiques, privées, ont été laissées aux Algériens. Si les Algériens ne se sont pas débrouillés mieux, depuis, ils le doivent à l'incapacité de leurs gouvernants. Alors je voudrais qu'on arrête les repentances que l'on impose, que l'on inflige à la France, et qui sont criminelles. Parce qu'il y a chez nous, on le sait, des millions de Français d'origine étrangère, et notamment de jeunes Français d'origine étrangère, à qui il faut faire aimer la France, à force de leur dire que la France s'est mal conduite, que la France a fait ceci, que la France a fait cela, que la France s'est rendue coupable de crimes contre l'humanité. Évidemment,
on ne favorise pas cet amour de la Donc France. si je vous comprends bien, la repentance serait selon vous un frein à l'assimilation. Oui, tout à fait. Une dernière question, vous êtes député européen du Sud-Est, je reviens sur la question de la sécurité. Vous êtes au courant que les réservistes de la police nationale ont vu annuler leur mission, là aussi pour cause de restrictions budgétaires. Vous êtes inquiet pour la sécurité de nos compatriotes, notamment dans le Sud, au bord de la mer? Oui, je crois que la situation n'est pas tenable. L'appel aux réserves, c'est quelque chose d'excellent. Il faut bien que les effectifs augmentent et pourquoi ne pas faire appel en effet à des volontaires, à des réservistes qui sont extrêmement motivés. Mais sinon, on ne peut pas en même temps exiger qu'il y ait constamment partout des patrouilles de police, des patrouilles de militaires. Et en même temps, refuser d'augmenter les moyens. Il faut faire ou l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est cette espèce d'hypocrisie, de dichotomie, de contradiction permanente qui est absolument insupportable. L'émotionnel et pas l'action. Voilà. Merci de votre accueil. Merci Bruno Gollnisch. Merci à vous. Au revoir.